Salut à tous et bienvenue sur Un Défi. Élisez-moi en 5 minutes, un nouveau numéro. On parle de 5 thèmes, propositions de campagne d'un ou d'une candidate et on en débat avec elle aujourd'hui. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir ici dans votre QG. Merci. Comment se passe la campagne pour commencer? C'est une campagne particulière. D'abord, y a-t-il vraiment une campagne? On peut même se poser la question. Alors, vu des candidats et de la candidate que je suis, oui, parce que là, on n'arrête pas, et médias, et des auditions, et travailler avec les équipes, faire des meetings. Mais quand même, c'est une situation un peu particulière où le président sortant ne veut pas de débat. Ouais. Il veut enjamber l'élection parce que c'est tellement plus confortable de ne pas passer par les urnes. Et je pense que c'est quand même un vrai problème démocratique parce que une élection présidentielle, surtout celle-là, c'est le choix que font des citoyens pour leur avenir. Et malheureusement, pour l'instant, je ne crois pas qu'ils puissent être vraiment très éclairés dans leur choix. Bon, on va essayer de les éclairer. Oui, avec super, vos propositions. C'est le but du jeu. Je vous présente, vous êtes maire de Paris, oui. Parti Socialiste, et vous êtes candidate à l'élection présidentielle du Parti Socialiste en 2022. On a sollicité notre communauté avec plusieurs thématiques et plusieurs propositions de campagne. Ils ont voté à 56% pour qu'on revienne sur une proposition qui est l'aide à mourir dans la dignité. Alors précisément, vous l'avez appelée « Autoriser une aide active à mourir ». Oui. C'est ça. Donc on va lancer le chrono. Oui. 5 minutes, j'ai plein de questions. Oui. Alors c'est parti. La première question, pourquoi vous voulez proposer ça comme mesure phare de votre programme ? Parce que c'est un droit, c'est une liberté. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont finalement contraints parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs, parce qu'il n'y a pas cet accompagnement de mourir dans des conditions qui sont souvent très dures. Je respecte celles et ceux qui ont une confession religieuse, qui ne veulent pas être accompagnés d'une façon ou d'une autre dans la mort. Mais beaucoup d'autres disent « je ne veux pas laisser à mes proches l'image de quelqu'un qui n'est plus du tout en situation ». Souvent, ils nous disent aussi « je ne veux pas être une charge pour nos proches ». C'est un nouveau droit, une nouvelle liberté qui est d'ailleurs demandée par beaucoup de Françaises et de Français. Je milite depuis longtemps à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc ça veut dire quoi? Bien sûr, les soins palliatifs, mais c'est aussi cette aide active à mourir, c'est ce suicide assisté qu'un certain nombre de nos concitoyens utilisent, mais pas en France, puisqu'il était interdit en France et qu'il est aujourd'hui autorisé dans plein de pays européens. Toutes les démocraties avancées accordent ce droit. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilisera. Toutes les démocraties avancées? Beaucoup de démocraties avancées. Nos voisins le font, c'est vrai? Nos voisins, Belgique, même l'Espagne qui vient de l'adopter, le Portugal, la Belgique, la Suisse. Beaucoup de Français vont dans ces pays-là. Et il faut qu'on donne cette liberté, ce choix. C'est absolument pas une contrainte, évidemment, mais c'est une liberté. Vous croyez que l'opinion publique en France, elle est prête à ça, honnêtement? Alors très prête, parce que là, vous regardez depuis des années maintenant, toutes les enquêtes qui sont faites pour savoir si les Français le veulent, ils sont, mais très majoritairement, ça atteint des 80% de Françaises et de Français qui estiment que c'est une conquête d'un nouveau droit qu'il faut absolument porter. Et d'ailleurs, de droite comme de gauche, on n'est pas du tout dans des clivages partisans. Donc il y a vraiment une attente parce que tout le monde a accompagné un de ses proches dans la mort. Tout le monde a vu aussi la difficulté pour les familles, la souffrance, la difficulté à soulager ces souffrances. Et donc c'est un sujet à la fois très intime, mais aussi un sujet qui doit être porté par des lois pour éviter que finalement ce soit les moyens, ceux qui pourraient aller à l'étranger et pas les autres qui puissent bénéficier de cet accompagnement très humain en fait. Faire voter une loi comme ça engage quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de barrières à contourner malgré tout. Il faut dire la vérité, ça va pas être compliqué de faire passer une loi comme ça? Non, la loi... Par rapport à la Constitution, par rapport au Conseil constitutionnel en lui-même? Non, vraiment, la loi en tant que telle ne pose pas de problème constitutionnel. D'ailleurs, elle était prête, il y avait même une proposition de loi, alors qui ne venait pas du gouvernement, mais que le gouvernement n'a pas laissé passer. Donc il y avait une majorité possible à l'Assemblée nationale. Je pense que vraiment les Françaises et les Français aujourd'hui veulent cette loi. C'est un combat de très longue date. Et je le redis, je suis membre de cette association depuis longtemps, qui a été présidée par Jean-Luc Romero pendant très longtemps. Et il y a vraiment un soutien très, d'ailleurs aussi de toutes les catégories sociales sur cette loi nouvelle. Vous étiez pour ?
Depuis le début de votre vie? Oui, c'est une en conviction fait, que vous avez jamais changé d'avis? non, j'ai jamais changé d'avis parce que, évidemment, je pense que la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, il ne s'agit pas de dire on va écourter notre vie ou écourter la vie des autres. Il y a beaucoup de caricatures qui ont pu se faire. Mais il s'agit de se dire si un jour, moi, personnellement, je suis victime d'une maladie que je vais perdre, y compris mon libre arbitre, je ne veux pas. Je veux donner des consignes. Je veux qu'elles soient exécutées, en tous les cas qu'elles soient respectées. Je ne veux pas être non plus une charge pour mes proches. Donc voilà, moi je me suis toujours dit les choses ainsi. Et lorsque, avec mes parents plus âgés, j'en discute, mon père est mort depuis 3 ans, mais lorsque j'en discute aussi avec ma maman qui a 91 ans, elle me dit vraiment, il ne faudra pas me laisser dans une situation où je ne serai pas, voilà, je ne serai plus décisionnaire de ma vie. Donc j'ai toujours été pour, je trouve que c'est une loi qui permet à chacun, parce qu'évidemment elle ne s'imposera pas du tout à ceux qui ne la veulent pas, mais je fais un parallèle avec une autre loi qui est le droit à l'avortement. Voilà, le droit à l'avortement, il a été conquis de haute lutte par les femmes pour maîtriser leur corps, avoir la liberté de choisir leur maternité ou pas, et elles l'utilisent ou pas. C'est un droit qui est ouvert et qui permet vraiment d'être tous égaux face à la mort, comme tous égaux face à cette liberté de disposer de son corps. Si vous êtes élu président de la République et que vous faites voter cette loi, ça sera un sujet clivant et il y aura sans doute des grosses oppositions dans le pays, vous en avez conscience. En fait, quand vous regardez l'état de l'opinion publique... Fini, mais je vous laisse finir votre phrase. Voilà, l'état de l'opinion publique, ce n'est pas du tout clivant, c'est très très majoritairement pour. Qu'il y ait des groupes de pression qui seront là, très actifs pour essayer de l'empêcher, sans aucun doute. C'est pour ça que je veux en faire la première loi vraiment avant l'été, pour pouvoir justement avancer sereinement et offrir cette nouvelle liberté à chacune et à chacun. Merci beaucoup, Madame Hidalgo, d'avoir répondu à cette thématique choisie par donc, la communauté des internautes. Merci de voter, vous votez beaucoup tout le temps, donc merci à vous, continuez de le faire. Moi, mon thème, c'est reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Oui. Vous avez déjà fait un burn-out, vous? Non, jamais. Jamais? Non. D'accord. Parce que moi non plus, enfin je crois pas, je sais pas. J'ai peut-être fait un burn-out, mais je n'en ai pas conscience. Et je me dis souvent que le burn-out, c'est peut-être un peu la maladie du 21e siècle. C'est peut-être violent ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il n'y a pas assez de pédagogie, qu'on nous explique pas assez pourquoi on dit que le burn-out est une maladie professionnelle. Pourquoi, selon vous? En fait, parce qu'il y a vraiment une charge accrue sur les gens qui travaillent, une pression, être rapide, faire plusieurs choses en même temps, être le meilleur, avoir cette performance permanente. Bien sûr que quand on fait des choses qu'on aime et un travail qu'on aime, on a envie d'être le meilleur et de faire des choses bien. Il ne s'agit pas de baisser le niveau d'exigence qu'on peut avoir soi-même, mais nous sommes des êtres humains. Il y a des choses, il y a des pressions, il y a des situations. Par ailleurs, on peut avoir aussi des difficultés personnelles, des problèmes à un moment donné. Et donc, le fait qu'il y ait de telles pressions dans le monde du travail, avec à la clé la sanction de quoi? Tu perds ton job ou tu restes, c'est-à-dire tu n'as plus de quoi payer ton logement, accompagner la vie de tes enfants, et donc tu dois résister, tenir sur des conditions extrêmement pressantes. Et en fait, on voit exploser les burn-out, les suicides au travail. On l'a vu aussi dans des services publics. Je pense aux policiers, je pense au personnel soignant qui, parce que des conditions de travail trop dures dans lesquelles on a l'impression à un moment donné qu'on n'est pas à la hauteur et que ça tient à vous, alors qu'en fait c'est souvent quand même une organisation du travail qui ne tient pas compte de vous, donc c'est l'inverse. On a beaucoup effectivement de situations aussi de harcèlement qui vont conduire des gens à soit s'isoler, à être et ça, c'est pour vous les points de départ d'un burn-out? C'est le point de départ d'un burn-out et c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus fréquent dans la vie professionnelle. Et quand on en parle par exemple avec les médecins du travail, les médecins qui accueillent aussi les patients dans leur cabinet, qui disent on n'a jamais vu autant de situations où les gens sont en un tel niveau de stress, d'angoisse,
angoisse par rapport à leur travail que finalement, ils sont dans une situation qui les rend malades, parce que le burn-out, c'est une maladie. Pourquoi le faire reconnaître comme maladie professionnelle? D'abord pour pouvoir réparer, accompagner vers, je dirais, une guérison, parce qu'un burn-out, ça se guérit aussi, mais aussi pour pousser les entreprises, les organisations du travail à prendre en considération l'humain. Nous ne sommes pas des robots, voilà. Et d'ailleurs, une entreprise qu'avec des humains qui seraient des robots, ça ne marcherait pas non plus, parce qu'il manquerait justement cette créativité, les sentiments, ce qui permet aussi de produire mieux. Donc, par exemple, on n'a plus beaucoup aujourd'hui d'instruments dans les entreprises pour prévenir le burn-out. Mais après, il y a la loi quand même qui accompagne aujourd'hui. Il y a quand même une partie de la loi, je ne dis pas qu'elle est complète, hein, mais on sait que l'employeur doit faire attention normalement à ce que ses salariés, ses employés ne tombent pas dans une spirale infernale. Donc vous voulez vraiment appuyer et faire en sorte que l'employé lui-même dise je suis en burn-out, en tout cas soit reconnu par un médecin? Voilà, par un médecin du travail. Il y a de moins en moins de médecins du travail, mais par un médecin du travail ou par un médecin généraliste qui va pouvoir dire à cette personne, qui pourra aussi l'exprimer devant l'employeur et qu'il ne risquera pas le licenciement parce qu'il sera en burn-out. Je souhaite aussi rétablir ce qu'on appelle les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises parce qu'ils ont disparu. Ça, c'est une grande avancée toujours, enfin une régression, hein, je faisais un peu d'humour, pardon, d'Emmanuel Macron qui s'en prend toujours aux gens qui bossent et qui ont les métiers les plus durs et les salaires les plus faibles. Bon, donc sur le rétablissement du comité d'hygiène et de sécurité, c'est aussi une façon d'avoir dans l'entreprise une réflexion, un travail sur comment on organise mieux les conditions de travail. Souvent, ça ne tient pas à grand-chose, hein, ça tient à une organisation qui soit un peu respectueuse des personnes. J'ai reçu récemment un collectif de mères célibataires, de femmes isolées qui élèvent seules leurs enfants. Et elles, alors elles sont les premières concernées notamment par ces burn-out parce qu'elles gèrent toutes seules souvent les enfants à la maison et elles ont la pression au travail parce que souvent, si vous êtes tout seul avec des enfants, vous pourrez avoir sûrement parfois des retards parce que vous êtes tout seul à tout assumer. Et elles m'ont parlé de ça. Un des sujets sur lesquels elles m'ont demandé aussi d'être présente, c'est sur cette question du burn-out pour permettre justement de protéger beaucoup mieux quand même les personnes au travail. Voilà. Travailler, ça peut être extraordinaire. Mourir au travail ou se rendre malade au travail, ça ne devrait pas exister. Oui, totalement d'accord. Juste, on va passer au thème d'après, mais quand je disais c'est une maladie du 21e siècle, oui, c'est vrai. Je ne veux pas que ça soit mal interprété. Ce que je veux dire simplement, mais c'est vrai. C'est que finalement, nos parents, nos grands-parents, ils ont tous travaillé, peut-être qu'ils faisaient des burn-out, ils s'arrêtaient. Et là, on est en train d'en faire quelque chose vraiment d'un événement du 21e siècle. C'était ça, vraiment? Oui, mais ça relativise pas, ça ne réduit pas nos parents, nos grands-parents. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des métiers très, très durs. Moi, j'ai eu l'occasion de descendre dans une mine il y a très longtemps et de voir la dureté. Mais les mineurs, ils mouraient avant même la retraite. Il y a encore plein de gens qui ont des métiers très difficiles qui meurent avant la retraite. C'est pour ça que je suis contre la retraite à 65 ans. Et tant mieux si on se préoccupe aussi de pathologies qui avant ne recueillaient absolument pas l'attention. Merci beaucoup, Mme Hidalgo. C'est votre thème maintenant, le thème de la candidate. Mon thème, c'est le droit des femmes. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. On est en 2022. C'est absolument inacceptable, d'abord, qu'on continue à avoir ce qu'on appelle des féminicides, c'est-à-dire des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Ça n'est plus acceptable. Et donc, pour que on en sorte, il faut mettre en place, là aussi, des politiques d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Une femme, quand elle est victime de violence, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce que je fais? Je quitte mon domicile, si j'ai des enfants, je vais où? Je ne vais pas me retrouver à la rue. Donc, ça veut dire avoir des lieux d'hébergement où on accueille les femmes, où elles vont pouvoir se reconstruire avec leurs enfants d'ailleurs, et les faire échapper aux conjoints violents. Deuxièmement, ça veut dire aussi que quand une femme va aller, par exemple, au commissariat, qu'elle n'ait pas peur d'aller au commissariat, qu'elle n'entende pas quelqu'un qui lui dise « rentrez chez vous, ça va bien se passer ». Même le recueil des plaintes devant les commissariats. Le recueil des plaintes. Donc, ça veut dire mettre en
place une formation auprès des policiers, des gendarmes, mais aussi des assistantes sociales pour recueillir cette parole, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans ce type de violence, vous arrivez face à un inconnu, vous devez lui expliquer ce qui vous est arrivé, vous êtes en plein traumatisme, donc il faut vous accompagner. Et puis il faut aussi, comme ça a été fait en Espagne notamment, qui a la législation la plus avancée sur le sujet, écarter le conjoint violent, empêcher le conjoint violent de revenir, parce que souvent il y a quand même un retour, et donc avoir ce qu'on appelle les téléphones grand danger qui permettent... Qui existent en France aussi. Ah, mais à dose homéopathique. Donc là, il s'agit d'en faire une politique publique très large. Les bracelets anti-rapprochement ? Absolument aussi, qui sont à dose homéopathique ici, mais qu'il faut... Donc pour ça, moi, je propose de mettre 1 milliard d'euros de budget par an, comme en Espagne, sur ce projet-là. Et puis de travailler aussi sur un autre volet, qui est le sujet de l'égalité salariale. Là aussi, on est en 2022. C'est juste absolument anormal qu'il y ait encore 20% d'écart entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Mais alors, c'est intéressant parce que vous dites le droit des femmes et vous parlez des violences faites aux femmes. C'est la même chose? C'est sur le même sujet? Oui, ça fait partie du même sujet parce que c'est des droits, bien sûr, qui visent l'égalité. Le droit des femmes, c'est à la fois ce qui les protège et ce qui leur permet d'être égales et de ne pas être considérées comme des citoyens de seconde zone ou des salariés de seconde zone. Donc le droit des femmes, c'est tout ce qui contribue à faire monter l'égalité dans notre pays. Et par ailleurs, je pense, en tous les cas, vous en avez dans votre génération, heureusement c'est beaucoup plus partagé, mais tout ce qui permet de faire progresser le droit des femmes permet de faire progresser le droit de l'humanité, le droit des hommes aussi, parce que c'est beaucoup plus sympa de se projeter dans un monde dans lequel la femme n'est pas un objet de domination, n'est pas un objet sur lequel on va pouvoir exercer sa force physique, mais quelqu'un qui est votre partenaire, votre égal. Ça élève tout le monde vers quelque chose de plus intelligent. Et une femme présidente de la République de gauche, alors là, c'est encore mieux, c'est le nirvana, là. On laissera les électeurs choisir. Absolument. Mais bon, ça peut être bien, je suis d'accord avec vous. J'ai 34 ans et je vais vous dire honnêtement, j'ai jamais entendu parler autant de l'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes depuis 5 ans. Franchement, je ne dis pas qu'on en parle assez, je dis juste que je n'en ai jamais entendu autant parler. Mais c'est bien. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas des choses qui se sont passées pendant ce quinquennat sans dire que tout est bien par rapport à ce sujet, ou est-ce qu'on n'en a pas fait assez? Il faut dire qu'on n'en a pas fait très peu, mais très peu. Ça a été, on en a beaucoup parlé. Le président Macron avait dit « j'en fais la cause de mon quinquennat ». Oui, c'est vrai qu'il a une grande cause. Beaucoup de blabla, mais très peu d'action. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Les associations féministes, vous avez des personnalités, Muriel Robin et d'autres, qui se sont engagés dans ce combat et qui le disent aussi clairement que cela. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas faire de la communication. Ce n'est pas digne de faire de la communication sur un sujet comme ça. Il faut poser des actes et les actes, ils sont très clairs. De l'hébergement, de l'accompagnement des enfants aussi, parce que les enfants qui sont témoins des violences subies par leur mère, eux-mêmes vont être traumatisés. Eux-mêmes, il faut les accompagner. Il faut aussi, et ça c'est un sujet plus large, aller vers une éducation non sexiste, non violente. Il faut aller vers aussi des représentations des femmes qui ne soient pas aussi stéréotypées dans la pub et ailleurs. Il faut qu'il y ait des femmes qui soient aussi là dans tous les corps de métier. Je vois encore beaucoup de plateaux télé avec des experts où il n'y a pas de femmes et on me dit « ah bah oui, mais on ne les trouve pas ». Mais de qui on se moque? On les cherche peut-être pas. Pour terminer, il reste 20 secondes. Comment nous, les hommes, on peut aider dans cette cause, par exemple? Je pense en étant là, en accompagnant, en vous sentant concerné, en tant que compagnon, en tant que fils, en tant que frère. Et vous l'êtes, et heureusement que vous l'êtes, parce que ce n'est pas un combat qui se mène contre les hommes, c'est un combat avec les hommes contre les hommes violents. Merci beaucoup. Super, top. Vous avez pris votre rythme. On va passer à l'invité du jour, un débat avec Flora Gebali. Elle va nous rejoindre. Elle est entrepreneuse sociale, autrice du livre « Ma génération va changer le monde ». Elle vient de sortir son podcast « Blablabla ». Je vous laisse, c'est votre moment. Vous allez parler du leadership à gauche ou du moins du vote utile à gauche. Avec plaisir. Merci. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder ce moment d'échange avec vous. Je suis vraiment ravie. Donc on est à quelques semaines, voire quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et sauf
situation extraordinaire, la gauche ne gagnera pas cette élection présidentielle, sauf si vous faites mentir les sondages, ce que je vous souhaite, mais je crois qu'on peut légitimement en douter à ce stade. Je n'en sais rien. Moi, ma question, j'en sais un peu, mais je pense qu'on peut en douter. Ma question, c'est aujourd'hui, quand on est un écologiste convaincu, qu'on est éco-anxieux, qu'on est convaincu par le réchauffement climatique et qu'on est convaincu par l'urgence à agir, on va avoir tendance à aller voir du côté d'Europe Écologie Les Verts qui a un programme qui est tourné, voilà, même dans leur nom, sur cette question. Quand on cherche une vision de gauche, une idéologie, des grands projets, on va peut-être avoir tendance à se tourner côté Jean-Luc Mélenchon, qui depuis quelques années déjà porte une vision à laquelle on adhère ou pas, mais qui est en tout cas une vision bien établie. Aujourd'hui, le Parti socialiste, moi je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Donc si on se pose la question du vote utile, donc pourquoi on voterait pour lui et pourquoi on voterait pour vous en tant que chef de celui-ci ? D'abord, vous votez pour vos convictions. Ça, c'est la première chose. L'idée du vote utile, ça n'existe pas. On vote toujours pour ses convictions, pour ses idées. Si vous votez pour moi, vous votez pour une femme qui a fait de l'écologie, de la lutte contre les inégalités et de la démocratie, c'est-à-dire du dépassement de cette crise démocratique dans laquelle on est depuis des années. J'en ai fait les objectifs. Pour changer quoi? Pour changer concrètement. On ne vote pas pour une philosophie, on vote pour des changements concrets dans nos vies. Et en plus, il se trouve que je suis une femme de gauche, que je suis une femme qui ait fait de l'écologie une marque de fabrique avec des preuves notamment en étant maire de Paris et en ayant fait des transformations dans cette ville qui sont reconnues aujourd'hui dans le monde entier comme étant les transformations majeures dans le secteur de l'écologie, et qu'en plus, j'ai compris aussi, parce que je suis une femme de terrain, parce que je suis ancrée dans le monde réel et pas dans des idéologies, qu'il faut aussi qu'on soit dans une société où on se parle, où on agisse ensemble, où on se comprenne. Et j'ai cette expérience-là. Parce que pour changer la vie des gens en mieux, c'est-à-dire pour aller vraiment, pour votre génération, pour les plus jeunes encore, vers cette transition écologique indispensable, vers un monde plus juste aussi, parce que la transition écologique sans la justice sociale, ça n'existe pas. En tous les cas, ça ne marchera pas. Et pour un monde dans lequel il y ait une démocratie apaisée, dans laquelle on ne soit pas toujours en train de s'invectiver, de vociférer, mais qu'on accepte aussi de résoudre nos conflits par la démocratie, les institutions et une autre façon de prendre en considération la parole des citoyens, alors vous votez pour moi, parce que j'ai une expérience et que je peux prouver ce que je suis en train de vous dire. Alors vous me parliez notamment de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avait 5 ans pour être le leader de la gauche, proposer une alternative et qu'on ne soit pas dans cette situation aujourd'hui. Il avait 5 ans parce que quand il est arrivé pas au deuxième tour, mais à l'élection précédente en 2017, avec vraiment un pourcentage de voix extrêmement important, il aurait pu faire renaître une gauche, il aurait pu ouvrir, il aurait pu être respectueux d'un certain nombre de partenaires. Il ne l'a pas fait. Et en plus, il a commis quand même, pour moi, un acte très grave, qui est qu'il n'a même pas choisi entre l'extrême droite et Macron au deuxième tour de la présidentielle. Moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux vraiment, et j'incarne cette gauche à la fois républicaine, écologiste, sociale, européenne, qui veut proposer cette alternative. Bien sûr que les 5 années qui viennent de se passer n'ont pas permis de remettre la gauche au niveau national, parce qu'au niveau local, elle va plutôt pas mal et elle fait des choses bien. Donc revenez, repoussez la porte, pas simplement des sections, mais des endroits où on agit très concrètement, où on travaille avec des entrepreneurs, avec les syndicats, avec les jeunes. Vous verrez que ce travail qui nous attend aussi, pour les années qui viennent, est un travail de reconstruction, mais dans notre pays, on ne se passera pas de cette gauche-là. Alors justement, vous m'avez dit le mot républicain, être républicain, c'est un mot auquel ma génération n'est pas vraiment familier. Pourtant, on entend souvent, si on regarde les médias traditionnels, le mot bloc républicain. Je crois que c'est un mot que... J'utilise pas le mot bloc républicain. Enfin, en tout cas, le mot républicain, oui. Ça signifierait qu'il y a comme une barrière politique entre des courants fréquentables et des courants un peu infréquentables. Alors moi, ma question, mais le temps file, c'est quoi être républicain et pourquoi, en tant qu'électeur, on devrait adhérer à une gauche républicaine ?
La République, c'est des valeurs qui nous unissent. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est l'égalité, la liberté, la fraternité et la laïcité qui nous permet... Qu'elles sont respectées, ces valeurs, en France aujourd'hui? Il faut justement leur permettre, et c'est mon projet, faire en sorte que l'égalité républicaine soit une réalité. C'est pas parce qu'il y a eu des gouvernements et un gouvernement ultra-libéral ces 5 dernières années qui a mis à bas justement la promesse d'égalité républicaine qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, moi, je considère... Avant, il y a 5 ans, il y avait déjà pas d'égalité. Non, il y avait déjà quand même beaucoup plus d'égalité qu'avec Emmanuel Macron. Et surtout, moi, je ne connais pas d'autres systèmes politiques plus aboutis que la République. Je veux bien qu'on m'explique qu'elle ne fonctionne pas, et je suis d'accord, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Il faut gagner en égalité, et ça passe par l'école, ça passe par des services publics forts. Il faut gagner aussi en liberté et en liberté nouvelle. Ce sont des valeurs, c'est ce qui nous réunit. Et c'est un système politique. Parce que, voilà, donc il faut qu'on gagne effectivement en égalité, en liberté et aussi en fraternité. Et je ne connais pas d'autres systèmes politiques plus aboutis que le système républicain. Ça ne veut pas dire que la République est parfaite aujourd'hui et qu'il ne faut rien changer, mais c'est à l'intérieur de ce cadre républicain que je veux justement porter ce combat. Et moi, je suis née dans une Espagne franquiste qui effectivement regardait la République française comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un des systèmes les plus aboutis au monde parce qu'il essaye de faire vivre ensemble des gens très différents en leur donnant une égalité de droit, en leur donnant un cap et en parlant aussi et en instaurant ce qu'on appelle la fraternité. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Madame Hidalgo. Merci. Pour terminer 5 minutes, votre Élysée, je vais vous faire un tu préfères, un que oui que non. Donc je vais être obligé de vous tutoyer, ça vous dérange pas? Oui, pas du tout. Non. Très bien. Anne, tu préfères voir le PSG gagner enfin la Ligue des Champions, mais Kylian Mbappé s'en va? Ou alors tu préfères être élu présidente de la République, mais tu mets Rachida Dati comme Premier ministre? Mbappé s'en va pas. Donc, vous êtes présidente de la République? Pas Dati Premier ministre, non, pas possible. Quand on est président de la République, il faut faire des choix. Et ben voilà, pas Dati, présidente de la République, oui, et Mbappé reste. Vous l'avez appelé, Kylian Mbappé? Non, je ne l'ai pas appelé, mais je le connais, j'ai eu la chance, bien sûr, de. Non, mais pour dire de rester. Ah bah, en tant que maire de Paris. Ça, je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit. Il est sensible parce que. Je sais pas, j'espère. Moi, je veux qu'il reste. Il est tellement, il est tellement extraordinaire. Donc, le PSG gagne la Ligue des Champions avec Kylian. Et 2, je suis présidente de la République, mais je prends pas Dati comme Premier ministre. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, vous avez fait votre choix. Que oui, que non. Je vous pose plein de que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non. Nouvelle règle, on a droit à un stop chacun. Je peux vous arrêter pour que vous justifiez. Et vous pouvez vous arrêter à un moment donné. Je veux m'expliquer. OK? Que oui, que non. Est-ce que vous avez déjà choisi votre Premier ministre si vous êtes élu? Non. Que oui, que non. Est-ce que vous prenez des Uber? Non. Jamais, jamais? Non, des taxis plutôt. Que oui, que non. Est-ce que vous arrivez à rouler dans Paris, vous? Ah oui, très bien. D'accord. C'est mon stop. En voiture électrique. C'est mon stop. Vous n'allez pas voir qu'on fasse ce procès de dire que vous avez foutu le bordel dans Paris, que personne ne peut rouler. Bon, on roule beaucoup mieux qu'avant, mais vous êtes trop jeune pour le savoir. Ah, peut-être pas. Ah bah si. Enfin, franchement, moi, vous savez, d'ailleurs, c'est ce que disent les chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi, ils étaient, au début, ils n'étaient pas contents quand j'ai engagé tout mon travail. Et puis après, vous savez, quand j'ai été réélue en 2020, ils m'ont fait une aide d'honneur. J'ai été avec plein de fleurs et ils sont venus me voir en me disant merci. D'accord. Bon, je reparlerai au chauffeur de taxi. Ouais. Que oui, que non, est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Oui. Que oui, que non. Est-ce que la Russie doit participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024? Si ça continue comme ça, non. Que oui, que non. Est-ce que Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République? Il est vraiment pas bon. Hein. Que oui, que non. Est-ce que vous trouvez comme Jean Lassalle que c'est une campagne de merde? Ah, souvent, oui, quand même. Que oui, que non. Est-ce que vous vouliez être présidente de la République quand vous étiez petite? Pas du tout. Alors vraiment pas. Je rêvais d'être bergère, chanteuse, danseuse étoile, grand reporter, mais pas présidente de la République. Que oui, que non. Est-ce qu'il va bien Bertrand Delanoë? J'en sais rien, je pense que oui. D'accord. Que oui, que non. Est-ce que c'est pas trop dur de faire campagne quand les sondages nous annoncent à un niveau très bas? Franchement, vous savez, ils ont tellement dit des choses, je ne devais pas être élue, voilà, il y avait tellement de choses. Je ne m'intéresse pas trop aux sondages, j'avance et je défends mes idées. Vous savez, en fait, je prends un stop. La politique, ce n'est pas un truc qu'on fait en se disant je le fais parce que ça gagne ou parce que c'est facile, ou voilà, ce n'est pas la Starac, vous voyez. La politique, on en fait parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des idées, parce qu'on construit, on construit dans la durée aussi. Donc voilà, je me sens à l'aise dans ce que je fais parce que je veux le faire. Ça fait partie de ma volonté de le faire. Et dernier que non, est-ce que vous avez déjà été indécise dans votre vie?
Oui, ça m'est arrivé souvent, oui, bien sûr. La dernière fois, vous vous en rappelez? La fois que vous avez été indécise? Ouais, je sais pas, enfin des trucs futiles, comment s'habiller le matin. D'accord. Non, pas que ça, mais est-ce que je prends du chocolat ou pas? Non, pas que ça non plus. Non, aussi sur des sujets plus lourds, quoi. Quand vous avez des arbitrages à faire, est-ce que... voilà, souvent je m'entoure. Hein. Moi, j'aime bien avoir beaucoup de personnes autour de moi, solliciter les avis, partager. Ça m'arrive souvent de changer d'avis, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Pourquoi il faut qu'ils aillent voter en 2022 dans Parce que c'est leur avenir, parce que c'est leur pouvoir. Le pouvoir, il tient un bulletin de vote. Voilà. Alors, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi, c'est dérisoire, il n'y a personne qui m'intéresse. Bah, votez blanc s'il n'y a personne qui vous intéresse. Mais allez voter, je vous assure. Parce que quand vous ne votez pas, bah, c'est les autres qui décident. Et si c'est une minorité qui va voter, qui sera plus extrémiste, plus peut-être plus conservatrice, eh ben, tout ce qui a trait notamment au changement climatique, tout ce qui a trait à la lutte contre les inégalités, à vivre autrement, à se projeter dans un monde quand même un peu plus pacifié, ça restera là. Et ça, c'est votre pouvoir. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Merci. De nous avoir accueillis dans votre QG à Paris. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Baladez-vous sur la chaîne, on a interviewé pas mal de candidats. Vous pouvez retrouver toutes les interviews. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview encore. Bye bye, ciao.